Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et vous êtes bien confinés et que vous passez un bon ramadan. Là, le message que je voulais transmettre, c'est de rester à la maison pendant cette période de ce coronavirus. En tout état de cause, vous ne devez pas sortir sauf exception. Dans ce cadre, j'ai décidé de prendre l'initiative de faire cette vidéo et aussi des vidéos qui vont venir par la suite. Parlons de la procédure civile. Et vu que certains étudiants et étudiantes ont des difficultés au niveau de la planification du secours, alors j'ai décidé de commencer à partager avec vous et avec immense honneur bien sûr quelques notes essentielles et brèves sur ce droit de procédure civile. Ce que j'allais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter du point qu'il faut savoir suivant bien sûr un plan pour chaque séance. Dans cette séance, bien évidemment, je vais essayer de faire une présentation rapide en traitant, bien, en abordant la définition de la procédure civile, l'action, les principes fondamentaux de la procédure civile, les conditions d'exercice de cette action, bien évidemment les types de demandes, les effets de ces demandes et enfin les moyens de défense. Et comme vous savez, dans chaque séance, je vais essayer d'aborder un titre de la procédure civile jusqu'à, bien sûr, jusqu'à la conclusion du secours. Et comme note essentielle et euh, importante, on va concerner la prochaine séance pour parler de la notification, c'est-à-dire comment les parties peuvent être convoquées par la juridiction saisie. Voilà, comme vous savez, le droit de procédure civile, c'est un droit de formaliste, comme disaient certains juristes. C'est un droit de formaliste parce que vous devez savoir que vous devez remplir un ensemble de procédures, euh, bien suivre un ensemble de procédures pour que l'action en justice soit valable et sera validée par le tribunal. Alors, la question qui se pose et qui va être, on ne sait jamais, tombé dans un examen, de quoi s'agit-il une procédure civile? Voilà, comme vous savez, la procédure civile est la voie judiciaire à suivre par la résolution d'un contentieux à caractère civil. Cette procédure civile, elle est déterminée par trois règles. La première, c'est la détermination des ordres de juridiction devant lesquels les justiciables sont habilités à faire valoir leurs droits. Deuxième règle, les attributions de chacune de ces juridictions. La troisième règle, c'est le fait de fixer les règles selon lesquelles les tribunaux sont saisis. Donc voilà la définition de la procédure civile et voilà les règles qui déterminent cette procédure civile. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une résolution d'un contentieux à caractère civil. Alors, lorsqu'il s'agit d'un contentieux à caractère civil, vous devez intenter une action en justice. Pardon. Et voilà, vous devez savoir aussi la définition de l'action. De quoi s'agit-il cette action? Alors, l'action, selon la jurisprudence française, est le pouvoir reconnu aux particuliers de s'adresser à la justice pour protéger leurs droits et intérêts. Et selon l'article 1 de la procédure civile, c'est le droit de toute personne d'agir en justice. Cette action, vous devez savoir qu'elle se caractérise par, c'est-à-dire qu'il est facultatif, et aussi elle est libre. C'est-à-dire facultative, le demandeur n'est pas obligé, il n'est pas forcé
d'agir en justice. Ici, je vais dire que au niveau de matière pénale, euh, elle existe un pouvoir d'appréciation exercé par le ministre public sans accord de l'intéressé. Voilà. Alors, elle se caractérise aussi par une notion de liberté, alors que l'action, elle est libre. Alors, le droit d'agir, elle est libre à condition qu'il n'y soit pas un abus de droit, mais il peut, c'est-à-dire il peut y avoir un abus de droit, la chose qui donnera lieu aux intérêts, pardon, aux dommages et intérêts. Alors, on a parlé de l'action brièvement. Maintenant, on va passer aux principes fondamentaux de la procédure civile. Comme vous devez savoir et euh, retenir, c'est qu'il y a plusieurs principes fondamentaux de la procédure civile. Premier principe, c'est la gratuité de justice. C'est un service, bien sûr, public gratuit de l'État, mais cette gratuité n'est pas absolue. Deuxièmement, il y a l'assistance judiciaire. C'est-à-dire, lorsque une partie ne peut pas payer la taxe judiciaire, là, on peut parler d'une assistance judiciaire. C'est-à-dire, elle devient exonérée du paiement de taxes judiciaires. Et même, elle peut être bénéficiée d'une assistance d'un avocat. C'est-à-dire, bien sûr, par demande de ministre public au bâtonnier, par requête. Troisièmement, il y a l'égalité dans la justice, c'est-à-dire toutes les classes sociales sont au pied et d'équité et égalité. Ici, on peut dire que personne n'est plus digne que l'autre. Alors, pour le quatrième principe, il y a la suspicion légitime. Selon l'article 383 et 384, la suspicion peut aller jusqu'à retirement de l'affaire à la juridiction compétente dont l'impartialité n'est pas garantie. Alors aussi, comme vous devez savoir euh, que le magistrat chargé de l'affaire peut être déchargé à raison de circonstances des parties, et cette notion aussi rentre dans les principes fondamentaux de la procédure civile. Alors, pour intenter une action d'exercice ou bien une action en justice, euh, vous devez euh, savoir qu'il y a des conditions pour intenter l'action en justice, à savoir l'intérêt, la qualité, la capacité. C'est-à-dire l'intérêt, celui qui agit doit justifier que l'action qu'il exerce est susceptible de lui procurer un avantage. Cet intérêt, il doit être légitime et juridique. Aussi, il doit être né et actuel. Et bien sûr, il doit être personnel et direct. Alors que l'action appartient à celui qui est intérêt personnel et direct. Deuxièmement, la qualité. C'est l'habilitation légale à défendre en justice un intérêt. Ici, je peux vous citer les personnes qui ont cette qualité. Alors, les personnes, les titulaires d'un droit et leurs héritiers et leurs représentants quand il s'agit d'un mineur. Troisième condition, c'est la capacité. La capacité de jouissance est obligée. Elle te permet d'être titulaire de droit et d'agir. Sans oublier qu'il y a une capacité d'exercice pour exercer ses droits. Voilà. Alors, je vous rappelle euh, des conditions. Il y a l'intérêt, la qualité
la capacité. Et bien sûr, quand vous avez ces conditions d'un côté vérifiées, alors vous pouvez intenter une action justice au moyen d'une demande. Alors ici, on peut parler d'une demande. Une demande, il s'agit d'un acte par lequel une personne saisit les juges à l'effet d'obtenir la sanction du droit dont elle prétend être titulaire. Et vous devez savoir que ces demandes en général sont au nombre de deux. Il s'agit de demandes principales et les demandes incidentes. Alors les demandes principales, dites aussi initiales ou introductives d'instance, elles mènent à établir un lien juridique d'instance entre deux personnes. Cette demande, elles se font par écrit et exceptionnellement orale quand il s'agit de la procédure, quand il s'agit d'une procédure orale. Et voilà, on parle de la procédure orale quand la partie se dirige vers le tribunal pour précisément au secrétariat greffe du tribunal pour faire plainte et voilà lui dire voilà ce qui s'est passé oralement. Et ici, un PV ça fera l'affaire. Voilà. Et aussi pour un point essentiel, en cas de pluralité des défenseurs ou bien des demandeurs, on est obligé de mettre les demandes autant d'exemplaires de défenseurs. Et voilà, ici on peut parler aussi de deuxième type de demande, ce sont les demandes incidents, sont formées au cours d'un procès déjà engagé. Voilà, ces demandes, elles aussi, se subdivisent en trois. Les demandes additionnelles, les demandes reconventionnelles et les demandes en intervention. Les demandes additionnelles, c'est un droit qui permet de modifier la requête ou bien la demande initiale, de la corriger. Bien sûr, il faut savoir qu'il y ait un lien entre la première demande et la deuxième demande. Pour les demandes conventionnelles, c'est le droit qui permet aux défendeurs de devenir demandeurs. Euh, on parle ici, on peut prendre en exemple le divorce pour du secours. Troisième type de demande, c'est demande en intervention, c'est-à-dire le droit qui permet à un tiers qui n'était pas partie de litige d'intervenir pour faire valoir ses droits. Et ces demandes en intervention peuvent être volontaires comme elles peuvent être forcées. Volontaires quand il y a un intérêt. L'article, euh, vous pouvez aller voir l'article 111 de la procédure civile. Voilà qui parle de ces demandes en intervention qui peuvent être volontaires et peuvent être forcées, comme je vous ai dit. L'article 112, voilà, c'est-à-dire quand il s'agit dans le but de rendre le jugement opposable au tiers. Et bien sûr, à chaque chose, il y a des effets, alors ces demandes, elles ont des effets aussi à l'égard du juge quant à l'égard des parties. À l'égard du juge, premièrement, il ne peut pas statuer ni au-dessus ni au-delà des parties. Vous pouvez aller voir l'article 392. Deuxièmement, elle doit rendre une décision, même si celle-là n'est pas une décision sur le fond de l'affaire. Troisièmement, la demande est appréciée au moment où ils l'ont présentée au tribunal. Là, je peux vous citer un principe de la non-rétroactivité de la loi. Et quand il s'agit
des parties, c'est-à-dire à l'égard des parties, on trouve que les demandes en justice ont un effet interruptif de la prescription. Aussi, elle rend certaines actions transmissibles aux héritiers et qui sont intransmissibles si la demande a été formée par le défunt devant son décès. Et, et je me rappelle plus de la formalité par laquelle un acte est transmis aux parties dans une action en justice, c'est-à-dire il est fait par une convocation adressée par l'instance compétente. Bien évidemment, je me rappelle pas de nom exactement, mais cette formalité, bien sûr, elle est régie ou bien elle est stipulée par l'article 36, 37, 38, 39 euh, du code de la procédure civile. Voilà. Euh, voilà. Comme vous devez savoir que au cours de chaque action, il y a des moyens, ce qu'on appelle des moyens de défense. Voilà, les moyens de défense sont, ou bien c'est l'ensemble des moyens mis à la disposition du défendeur pour attaquer quand il est l'objet de la part du demandeur. Alors ces moyens de défense se subdivisent en trois groupes. Voilà, le premier groupe est la défense au fond, c'est-à-dire euh, le droit qui permet au défendeur de contester le bien fondé sur la prétention du demandeur. Euh, Elle est soulevée durant le procès, mais non plus, ce que vous devez savoir, elle est soulevée durant le procès, mais non plus devant la cour de cassation. Et aussi, vous devez savoir si la défense au fond est appuyée devant le tribunal, le demandeur perd son procès dans ce cas. Comme il y a les exceptions sont les moyens qui tendent à déclarer la procédure régulière ou éteinte par exception d'incompétence ou bien exception de litispendance. Exception d'incompétence où une partie prétend que la juridiction est incompétente. L'article 16 du Code de procédure civile régit cette notion, soit à raison de matière ou de lieu. Elle peut être soulevée, bien sûr, par partie ou bien d'office. L'exception concernant l'exception de litispendance, c'est-à-dire quand il s'agit de même procès, de même partie, devant deux tribunaux différents. Et voilà. Quand il s'agit d'un procès ou bien de même procès, de même partie devant deux tribunaux différents, là on parle d'exception de litispendance. Il y a aussi les fins de non-recevoir sont les moyens qui est ici à faire déclarer irrecevable la demande de l'adversaire. Et aussi, je vous rappelle que si la fin de non-recevoir est accueillie par le juge, ça mène à l'échec définitif de la demande. Voilà, notre séance prendra fin ici. Et j'espère que ça a été pas trop long. Et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Inch'Allah. Par laquelle on va essayer de traiter brièvement aussi encore la notification répondant sur trois questions essentielles: de qui et à qui et par qui ou bien par quoi les parties peuvent être convoquées. Assalamu alaikum.